Alors, l'enregistrement a démarré. Bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre des journées club du WTCRN Bretagne. 3 jours, 5 ateliers, à partir d'aujourd'hui jusqu'à jeudi, en partenariat avec la BPGO, membre du groupe BPCE, et le réseau Globaliance. L'atelier USA pardon, est le second de cette série. Nous avons eu ce matin un atelier sur le Maroc en visio, le Moyen-Orient demain en visio également, le Québec-Canada en hybride mercredi en soirée, et enfin un atelier sur le Royaume-Uni avec un focus sur les îles anglo-normandes de Jersey et de Guernesey, jeudi après-midi, en présentiel. Donc revenons à l'atelier de ce soir. Nous avons le plaisir d'accueillir en tant qu'intervenants 3 binômes. 3 binômes. Donc le premier binôme sera le binôme de Jabril Ben Sedrine de Triana Group et membre du réseau Globaliance et de l'entreprise Newen qu'il a pu accompagner. Donc Newen faisant partie du groupe Cetalg. Nous avons avec nous Claire Coatanlem, qui est Cosmetic Business Unit Manager basée en Bretagne et qui est manager d'Anne Goujon, Cosmetic Market Manager North America, qui est basé à New York en VIE et qui vient d'arriver et qui va nous conter son expérience à chaud. Le deuxième binôme sera Nicolas Bernard Masson avec Florian Dordain. Donc Nicolas est représentant de l'État de la Pennsylvanie en France et membre du WTCRN Bretagne. Et Florian Dordain est CEO de Tesseract Solutions qui développe un logiciel qui s'appelle Caméléon pour piloter des bras industriels. Tesseract se développe rapidement à l'international. Et Florian va nous parler de son expérience de création d'un bureau en Pennsylvanie dans un marché de niche. Et le troisième binôme, c'est donc Myriam Le Canelier avec Yannick Deliby de l'entreprise Carelink. Donc Myriam Le Canelier qui est CEO de DSML Executive Search, une société spécialisée dans le recrutement de cadres supérieurs aux États-Unis pour des entreprises européennes. Et l'entreprise DSML est membre du WTCRN Bretagne également. Et à savoir également que Myriam est conseillère du commerce extérieur, si je ne me trompe pas. Et je rappelle d'ailleurs que le WTCRN Bretagne héberge le secrétariat et la coordination du comité Bretagne des conseillers du commerce extérieur de la France. Yannick Deliby, lui, est CEO de Carelink. Il est basé à Chicago. Et DSML Executive Search a accompagné Yannick dans son installation à Chicago. Donc ce webinaire est organisé, comme je disais, avec la BPGO et le réseau Globaliance. Je vais laisser le soin à Alain de dire quelques mots sur ce partenariat. Mais avant, je voudrais simplement dire quelques mots sur le WTC. Donc, qu'est-ce que le WTC Rennes Bretagne? Donc, nous sommes un club opérationnel piloté pareil pour des chefs d'entreprise, une réelle plateforme d'information et de mise en relation entre entreprises et acteurs de l'international sur le plan local et sur le plan mondial. Sur le plan mondial, on fait partie d'un réseau d'opportunités d'affaires. Nous sommes membres de la World Trade Centers Association, basée à New York, et nous permettons la mise en relation de 750 000 entreprises membres dans plus de 90 pays. Il existe d'ailleurs plus de 320 World Trade Centers à travers le monde, dont 10 en France. Et au niveau local, parce que l'international est un véritable projet d'entreprise qui se joue en collectif, le club WTC Rennes Bretagne, eh bien, le club offre de nombreuses opportunités de développer des liens étroits et privilégiés avec les entreprises du territoire qui partagent les mêmes enjeux de développement. Et au sein de ce club, World Trade Center Rennes Bretagne, les chefs d'entreprise s'informent, échangent, témoignent, travaillent en réseau et s'inspirent des expériences des autres tout en bénéficiant de nouvelles opportunités. Donc l'atelier de ce soir, on est vraiment sur le partage, l'échange, ce qui est vraiment la genèse de ce club WTC Rennes Bretagne. Et nous avons donc un programme annuel chargé en animation, des tables rondes, des retours d'expérience, des conférences, des ateliers pays, des English Learning Breakfast, des opportunités matchmaking, etc. Enfin, je suis ravi de vous accueillir ce soir. Et je vais passer la parole à Alain pour nous parler un peu plus du partenariat BPGO WTC et nous pourrons enchaîner donc avec le premier binôme. Alain, je te laisse la parole. Merci Nicolas. Je tenais à te féliciter tout d'abord pour l'organisation de ces 4 journées, intenses, hein, parce que ça demande quand même beaucoup de travail, 4 pays différents, 4 destinations différentes, beaucoup de travail, avec, ton alternante Clarisse. Voilà, pour Voilà. commencer. Ah, c'est gentil, merci. Heu, Effectivement, Banque Populaire Grand Ouest, donc est une banque régionale qui fait partie du groupe, BPCE. BPGO, nous sommes présents sur 12 départements, donc dans le Grand Ouest, 3 régions administratives, et nous accompagnons avec Philippe Giquel et 2 autres collègues, Muriel et Julie sur Nantes, la clientèle corporate, mais également des plus petites entreprises qui veulent se développer à l'international.
Donc le développement à l'international peut se traduire de deux façons. Tout d'abord, la première étape, très souvent, c'est du développement export. Et pour les accompagner aux États-Unis notamment, nous travaillons avec le cabinet Triana Group. Lorsqu'il s'agit d'implantation, donc création de filiales et gestion de filiales à l'étranger, nous avons nous-mêmes 3 bureaux Pramex International qui sont basés donc aux États-Unis pour aider nos clients à prendre en charge la création de leurs filiales sur place. Hormis cette activité de développement et de création de filiales, bien sûr, nous avons tous les services comme une banque internationale à notre siège de Rennes ou de Nantes, à savoir une équipe trade, une salle des marchés. L'international à la BPGO, c'est à peu près 20 personnes, dont 4 chargés d'affaires internationales. Voilà, j'ai tout dit, je pense. Philippe, si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas. Merci C'est beaucoup, Alain. parfait. Donc, on rend la parole à Nicolas. Bah oui, t'as vu, Alain, t'es parfait. Comme le dit ton binôme. On essaye. Je vais maintenant donc passer la parole à Jabril, qui va nous parler de Triana Group. Effectivement, comme Jabril, tu le montres sur ton slide, effectivement, je vois Oui. 120 entreprises accompagnées. Et je voudrais juste rajouter une petite chose, c'est que quand on préparait l'atelier, on a parlé un peu de ton expérience, donc de ces 14 ans d'expérience. Je vois le slide en fait en te parlant. Et nous avons dans l'idée de faire un autre atelier en 2023 où tu présenteras une synthèse, c'est ça, un peu de ton expérience avec ces 120 entreprises. Donc ça sera quelque chose à garder en tête et à garder un œil dessus pour 2023. En tout cas, je te laisse la parole, Jabril. Merci, très heureux de participer à votre programme. Effectivement très intéressant. Et donc, je vais être assez rapide. Alors, j'ai la réputation d'être bavard, donc n'hésitez pas à me couper à tout moment. Donc, en fait, je suis aux États-Unis depuis à peu près 24 ans. Mon parcours auparavant, j'étais à Dauphine. J'ai grandi en Tunisie. En fait, j'étais à Dauphine à la fac, ensuite à l'ESSEC et ensuite à Berkeley en Californie en postdoc. Donc là, sur la carte, je vous montre un petit peu où c'est, mais en fait, c'est pas ça. C'est plus pour moi, pour me souvenir de vous expliquer un petit peu le parcours. 2 ans dans le Michigan où j'ai été dans une société de consulting américaine, conseil aux PME américaines, essentiellement avec beaucoup dans le secteur mécanique, automobile, mais aussi beaucoup d'innovation, en fait, beaucoup de choses intéressantes qui s'y passent. Et puis depuis à New York, où donc j'ai fondé une entreprise qui s'appelle le Triana Group il y a 14 ans. Qui est maintenant membre de Globaliance, donc avec des collègues dans le monde entier, dans les 5 pays, 450 personnes environ. Et donc, on a la chance d'avoir des partenaires tels que la Banque Populaire et autres. Et donc, à part ça, donc j'enseigne dans une école d'ingénieurs qui est en fait NYU Tandon School of Engineering ici à New York. Et puis, voilà, depuis pratiquement 14 ans, je suis membre actif de la Chambre de commerce franco-américaine à New York, et puis accrédité Stratexio pour ceux qui connaissent. Voilà, donc un petit peu en termes de background. Donc effectivement, même si aujourd'hui, l'objet n'est pas de parler de cette étude en fait un peu longitudinale que j'ai commencé il y a 7 ans et qui porte maintenant sur 120 entreprises, tous secteurs confondus en fait, sur tous les cœurs de métier dans lesquels j'ai beaucoup travaillé, mais en fait maintenant de plus en plus, depuis notamment qu'on a rejoint Globaliance, des partenaires multisectoriaux qui viennent en appui sur des missions dans des secteurs qu'on connaît moins. Et qui finalement en fait corroborent tous à peu près les mêmes résultats. Donc, quelques mots au sujet de l'activité de Triana Group. Deux grandes activités, une activité plutôt, on va dire, consulting, conseil, études, formation, prestation de services, on va dire en général, assistance au développement. Et puis une activité maintenant qui se développe, qui est plus commerciale, en fait, dans le sens revente. On peut dire grosso modo revendeur à valeur ajoutée.
beaucoup dans le secteur industriel et dans le secteur de la santé, avec des partenaires. Un petit peu quelques mots au sujet de Triana Group. Donc, une partie de notre activité nous conduit à héberger des VIE. En fait, alors, comme vous le savez peut-être, il y a des critères, il y a des ratios, il y a des limites. Donc, c'est assez difficile. Donc, on ne peut pas industrialiser cette activité, mais on le fait pour des entreprises qui sont vraiment voilà, triées sur le volet, dont on a la chance d'avoir Newen également. Donc, en termes de couverture géographique, vous voyez sur la carte ici une représentation de mes clients industriels en Amérique du Nord. Et donc, On là, est toujours sur le premier slide là. On n'a pas encore la carte. Ouais. Désolé. Je te premier coupe. slide. On voit que le slide avec les 14 ans d'expérience. Voilà, c'est celui-là. Alors, attends, non, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a un décalage. Il faut mieux que j'arrête le partage parce que j'ai passé 3 slides entre-temps. Ah oui, on ne Donc, voyait pas. on va essayer à nouveau. Je sais que ça arrive de temps en temps. Alors, j'espère que non. C'est pourtant bien le desktop que je partage. Donc, vous avez vu celui-ci. Vous avez vu celui qui a Ton représenté la écran carte. est noir, Jabril. Ça, c'est bizarre. Mhm. Moi, je le. Ouais, alors, comment pour tout à l'heure? Arrête la presse et puis reprends-la Oui. et recharge-la à ce moment-là. Et là, je pense que ça pourrait le faire. Oui, effectivement, c'est. Je sais pas ce qui se passe parce que il bloque en fait. Je vais utiliser un autre laptop entre-temps. Je suis désolé. Non, il n'y a pas de Euh, problème. merci de m'avoir écouté. Si tu le souhaites, Jabril, je peux partager en attendant ta présentation, en attendant que tu reprennes la main. Oui, ouais, je suis bien. Ah. Si tu peux. Parce que là, il ne réagit pas. Ah, c'est bon. On revoit ton écran. Donc, il suffit Ouais. juste que tu. Là, on a la couverture géographique. On est C'est bon. bon, C'est parfait. c'est bon. C'est D'accord. parfait. Ça sera Ah. coupé au montage. D'accord. Et donc, pour ceux qui sont en live, on efface la mémoire, donc on recommence. Donc, en fait, voilà, ce que vous voyez, donc c'est à l'écran. Alors, c'est peut-être plus c'est moins pour représenter où se trouvent mes clients industriels que expliquer aussi qu'en fait, on se pose souvent la question de où se positionner dans le marché. Alors, c'est vrai qu'il y a des écosystèmes, il y a des positions meilleures que d'autres géographiquement, mais tout ça, ça s'est fait à distance. Alors, parfois avec des agents, des partenaires, mais aussi souvent sans aucune présence géographique. Mais ceci dit, on voit quand même bien que le fait d'avoir notre bureau dans la côte Est, on a moins la côte Ouest. On pourrait en parler, là, je pense que ce serait tout un autre webinaire. Et puis, je vais passer la parole quand même à Claire et Anne, parce que l'objet, c'est aussi de partager un peu l'expérience qu'on a. Juste pour vous positionner où en fait se trouve Newen, de mon point de vue, après, corrigez-moi, hein, Claire et Anne. En général, bon, les entreprises arrivent sur le marché en phase avec au moins une phase informelle d'études. Hein, go, no go, est-ce qu'on y va, on n'y va pas, est-ce qu'il y a un marché? Il y en a un tiers en général, 1, 2, 3, 6 mois qui décident que non, c'est pour des raisons diverses et variées, non. On sait que Newen a dépassé bien sûr cette étape, hein, est en phase de suivante. Après, en général, la phase suivante, c'est on teste. On teste, on voit s'il y a effectivement des départs de marché à prendre. Je pense que Newen était déjà est bien avancé dans cette étape-là, puisqu'on vous pourrez partager un petit peu là où vous en êtes, mais d'après ce que je sais, hein, je ne vais pas révéler de secret, mais on sait que l'activité a quand même bien accroché, on va dire, au-delà de simplement, voilà, on pense qu'il y a un marché, puis on débarque, on ne sait pas encore si on va avoir des clients. Vous avez dépassé cette étape-là. Oui. Et puis Ok. ensuite, les entreprises qui prennent racine. Donc là, c'est celles qui commencent à vraiment avoir une vraie base, hein, qui dure des années, qui est pérenne, dont certaines qui arrivent ensuite à une présence très forte. Par très forte, le meilleur exemple, c'est une entreprise qu'on a accompagnée il y
il y a de nombreuses années maintenant, mais qui est dans la robotique et qui a fait un accord avec Amazon d'une valeur de 400 millions de dollars. Donc voilà, je m'arrête là. Juste pour peut-être avant de m'arrêter, c'est qu'il y a pas vraiment de recette miracle, hein. En fait, c'est souvent un mélange, un test de plusieurs options, souvent d'ailleurs un petit panachage d'options, pas toutes nécessairement en même temps. Mais il y a des leçons en fait à garder à l'esprit sur la base des 120 études de cas et de centaines en fait d'exemples plus anecdotiques que j'ai pu récolter. Donc on n'a pas le temps de les aborder, mais ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, c'est que Newen vraiment déjà montre sa capacité à utiliser, à mettre en œuvre les meilleures pratiques, enfin tous les facteurs favorables. Et donc c'est pour ça que je pensais que ce serait vraiment intéressant d'avoir leur témoignage, même si finalement on se connaît depuis pas si longtemps que ça, hein. Il y a quelques mois, hein. Il y a peut-être 6 mois qu'on a commencé à travailler ensemble. Mais voilà, ils sont là. Merci beaucoup Claire et Anne donc d'être là. Donc la première question que j'avais, on va passer à la phase d'échange. De combien de temps on dispose encore? J'espère avoir pas trop de temps. Encore une 12-15 minutes, il n'y a pas de problème. Une douzaine de minutes, pas de souci. Excellent, d'accord. Donc en fait, on pensait disons, avoir le témoignage de Newen un peu en 2 étapes. Le pré, l'avant et l'après. En fait, l'avant, c'est-à-dire toute la partie préparation du développement aux États-Unis, et puis ensuite, le après, c'est après l'arrivée de la VIE. Même, enfin, disons, au moment où la VIE commence à se préparer, et puis ensuite son témoignage à chaud, en fait, ce qui est aussi intéressant parce que il y a beaucoup de vécu, en fait, qui est vraiment utile pour ceux qui n'ont pas encore de VIE, et notamment aux États-Unis, parce que je pense que tous les marchés ne sont pas égaux en termes de challenge, on va dire. Donc peut-être qu'on peut commencer par Claire, qui est du point de vue de la manager, en fait. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de l'historique de votre approche du marché américain? Oui, tout à fait. Déjà merci Jabril, pour cette invitation. C'est toujours agréable de pouvoir partager un petit peu, son point de vue. Pour me présenter très rapidement, donc moi Claire Coitenlem, je suis responsable des ventes, chez Newen pour la partie cosmétique, et Newen, c'est une entreprise, donc qui a été créée en 1985 et qui est, sous-traitant à façon, spécialisé dans la cosmétique poudre. Pour reprendre un peu le contexte de justement cette démarche, de conquête, je dirais, du marché américain, on est sur, des produits pour lesquels on a, je dirais, un peu un cœur de business qui est attaché à une gamme de produits historiques. Historiquement, on est vraiment spécialisé sur tout ce qui est masse peel-off et enveloppement d'algues, et on a conquis un petit peu par opportunité tout un panel de consommateurs, de clients sur place. Donc ça, c'est vraiment par rapport à notre approche, historique. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, à la suite d'un salon européen, on a rencontré une marque, franco-américaine. Ils nous ont confié un projet de développement, d'une, nouvelle typologie de produits que nous, on maîtrisait pas encore en interne. Et ce projet-là nous a amené, nous aussi, à revoir un peu notre stratégie, à long terme sur le déploiement de produits autres que ceux qu'on connaissait, auparavant. Et ce client-là, on a concrétisé avec lui. En 2019, donc on a lancé un produit, avec ce client, et cette marque franco-américaine. C'est un client qui s'est développé, très fort, dès 2020. Aujourd'hui, il fait partie de notre top, 3 clients, chez Newen. Et vraiment la question s'est vraiment posée de se dire, on avait déjà des clients historiques, on a acquis un nouveau client.
on a diversifié aussi notre offre et via aussi notre ressenti marché, on savait qu'il y avait un intérêt pour nous de se développer sur ce marché-là. Donc il y avait plusieurs questions qui se sont posées. Déjà, comment on fait? Est-ce qu'on passe via un distributeur? Est-ce qu'on prend un stagiaire? La question du VIE, moi, j'y étais très attachée parce que je trouve ça intéressant, à la fois pour, la personne qui nous rejoint, mais aussi pour nous. Et finalement, on s'est dit que le VIE, c'était la meilleure des solutions puisqu'elle permettait aussi d'avoir une vision un peu long terme, versus un stagiaire qui aurait peut-être, fait du démarchage pendant 6 mois. Et donc la question du VIE est arrivée vite sur la table et on s'est aperçu que finalement, c'était vraiment la meilleure option pour nous, aussi par notre spécificité, de produits puisqu'on est quand même sur des produits qu'on va développer pour le compte de nos clients. On est sur des cycles de vente qui sont très longs. Donc là, un stage de 6 mois aurait pas forcément suffi à concrétiser les premières opportunités. De la même manière, un travail, de manière indirecte via un agent, un distributeur, on n'aurait pas forcément eu la même efficacité, sur le terrain, et on aurait perdu un peu ce contact qui est nécessaire justement pour gérer des projets à plus long terme, et la présence d'un VIE, c'était vraiment la solution que nous, on a retenue. Alors à la fois d'un point de vue budgétaire également, parce que c'est quelque chose qui, pour nous, à notre échelle, était aussi intéressant, financièrement, mais surtout, pour cet aspect un peu, long terme et sécurisation aussi. On voulait pas s'engager non plus à prendre un CDI sur place, heu et c'est vrai que sur l'approche aussi groupe, on appartient au groupe Roulier, où on est présent dans plus de 70 pays à travers le monde. 150 pays même pour le groupe et 70 pour Newen. On voulait vraiment avoir, quelqu'un sur place. Heu, le but, c'était aussi de gagner en efficacité, parce que quand on est sur place, Anne pourra en témoigner, le démarchage, est pas forcément évident. Il y a du décalage horaire, donc on réduit un peu notre fenêtre, d'action et vraiment l'objectif, c'était de pouvoir, mettre Anne, sur place le plus rapidement possible. Et c'est une démarche qu'on a aussi un petit peu anticipée et préparée. C'est-à-dire qu'on sait que Anne, elle nous a rejoints pour une mission de 18 mois et je pense que l'important, c'est vraiment de le préparer, c'est-à-dire de commencer la prospection. Nous, on a commencé la prospection via justement une autre personne qui nous avait rejoint pour commencer à démarcher, des futurs clients. Et avant l'arrivée d'Anne, on avait déjà planifié, sur 2022, 3 gros salons, US avec, des salons à la fois côte est et côte ouest, pour justement donner toutes les chances à Anne, de réussir. Très Merci. intéressant. Ouais. Jabril, je vais te laisser le soin d'arrêter la présentation pour qu'on puisse voir tout le monde, parce que c'est vrai qu'avec la présentation, D'accord. mais Oui. désolé. Juste une petite chose également, Newen effectivement fait partie du groupe Roulier qui est aussi membre du WTC. Donc ça, c'est une chose assez intéressante. Donc, j'imagine que maintenant, nous passons la parole à Anne. C'est bien ça, Jabril? À moins que Oui, je tout à mette la fait, oui. charrue avant les bœufs. D'accord. Oui, oui, non, effectivement, donc Anne est arrivée. Donc peut-être, est-ce que tu peux partager, Anne, donc ton point de vue, l'arrivée dans l'entreprise, la préparation, et puis ensuite le grand départ? Oui, tout à fait. Donc, Anne Goujon, donc, je suis arrivée, j'ai rejoint Newen en février 2022 et donc, je suis arrivée, sur place aux États-Unis, donc à New York, le mois dernier, donc, octobre 2022. Donc je pense que c'était vraiment, très intéressant et clé pour, ma réussite ici d'avoir une période, d'intégration en France. Donc là, j'ai eu une période, qui a été, de 7-8 mois, donc ça permet, de bien, connaître, les produits, l'entreprise,
les équipes, créer déjà un lien assez fort avec les équipes, puisque une fois à distance, c'est toute une nouvelle démarche, et une approche du travail qui est différente avec les équipes françaises. Donc c'est essentiel, d'avoir, déjà créé un bon lien et une bonne dynamique de travail en amont. Ce qui m'a beaucoup, aidée donc, c'est de préparer, en amont donc le départ, et de très rapidement, rentrer dans le vif du sujet puisque j'ai intégré Newen mi-février et dès la fin du mois, j'étais, donc en salon à Los Angeles et donc j'ai eu la chance de pouvoir participer à 3 salons, au cours de l'année avant, mon arrivée en VIE. Donc ça m'a permis d'avoir déjà une première, une première base, aussi de données, hein, à la fois de, mon ressenti par rapport, aux prospects que j'avais pu rencontrer lors des salons, leur ressenti par rapport aux produits et puis, c'est aussi des premiers contacts, qui ont été très intéressants pour, des projets par la suite. Ce qui a été clé aussi, ça a été, les périodes de formation interculturelle. Donc je pense que, ces formations-là, c'est vraiment important qu'elles interviennent assez rapidement, dans la préparation au départ, puisque vous le savez tous, hein, la manière de travailler et de faire du business aux États-Unis est totalement, différente de celle, de la France ou de l'Europe. Donc c'est vraiment, très important d'avoir ça en tête, dès le début, pour, essayer en fait, de mettre en place une approche, heu, de la prospection et de l'approche client, spécifique, vraiment, aux États-Unis. Hem, le fait d'avoir, une présence un peu historique déjà sur les États-Unis via, les gammes plus professionnelles, disons. Ça aussi, heu, l'entreprise avait déjà donc un peu une idée du marché américain et heu, ça a permis de donner un peu, aussi une impulsion, à moi, mon projet. Alors le VIE donc, c'est aussi beaucoup, d'engagement au niveau personnel. C'est beaucoup d'anticipation et d'organisation au niveau de personnel. Hem, donc notamment, le départ a été très rapide, même si j'ai été, heu, engagée par, Newen pour, partir, représenter l'entreprise aux États-Unis. Hem, j'ai eu une période assez longue en France, mais en fait, le visa est arrivé et un mois après, j'étais partie donc voilà. Les démarches administratives sont longues à mettre en place, ça, il faut vraiment le garder en tête. Mais une fois qu'elles sont validées, le départ est très rapide. Donc voilà, il faut pas mal aussi anticiper, au niveau du personnel, d'autant plus dans le contexte post-covid où finalement, beaucoup de choses ont un peu été redistribuées. Les démarches, administratives, entre autres, ont été beaucoup revues et les timings sont totalement différents. Donc voilà, c'est très important selon moi de mettre en place un rétro-planning et d'avoir une idée, des étapes, hem, pré-départ, voilà. Et donc par rapport à maintenant mon ressenti sur place, alors c'est vrai que c'est toute une nouvelle dynamique de travail qu'il faut trouver puisque, finalement en France, j'avais l'habitude de faire des journées assez, tardives puisque je pouvais contacter mes prospects qu'en fin de journée. Aujourd'hui donc c'est toute une nouvelle, dynamique puisque je dois commencer ma journée relativement tôt pour pouvoir être capable de contacter mes équipes en France, si j'ai des questions, que ce soit plutôt techniques ou, même, commerciales. Donc voilà, c'est toute une réorganisation du travail, trouver un équilibre aussi avec, les équipes en France, pour bien communiquer. Hem
Mais voilà, le fait d'être sur place, c'est très intéressant, notamment par rapport à la proximité. Donc nous, on a identifié New York, et donc je suis basée à New York puisqu'en fait, les 2 gros pôles, pour la cosmétique, c'est, New York et Los Angeles. Pourquoi New York? Parce qu'en termes de décalage horaire, pour travailler avec la France, c'est vrai que Los Angeles, ça aurait été vraiment compliqué. Donc New York, c'est vraiment un point de chute très intéressant et j'ai déjà une belle base de prospects, sur New York et les alentours. Donc je peux être, en étant sur place, je suis assez réactive et je peux facilement mettre en place, des réunions. Donc voilà. Avec notamment, par chance, un client qui se trouve être à quelques blocs de là, un client commun d'ailleurs qui a donc Anne a atterri juste à 10 minutes à pied d'un client. Donc c'est vrai que c'est Voilà. pratique. C'est vrai, je sais pas si on a encore du temps ou s'il y a des questions ou on attend pour la. Alors, s'il y a des questions, effectivement, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Pour des raisons effectivement de temps, on va devoir passer aux présentations du prochain binôme. Mais merci beaucoup, Jabril. Merci beaucoup, Anne. Et merci beaucoup, Claire, pour ces témoignages. Effectivement, quand on parle d'administratif, les États-Unis et l'administratif, c'est très, très important. On parle également d'interculturel. L'interculturel est toujours un terme sous-jacent de nos ateliers. Effectivement, je pense que nos autres intervenants pourront nous parler peut-être de leur également parce que bon, le fait d'aller aux États-Unis, que ce soit en VIE, en expatriation, etc., c'est aussi amener sa famille, c'est aussi un changement de vie, donc ce genre de choses. Donc tout ce genre, tout ce côté à la fois perso, pro est très important à prendre en compte. Et je pense que nos intervenants prochains nous en parleront. Et un grand merci d'avoir illustré ce développement de l'entreprise Newen sur le marché américain. Et n'hésitez pas à poser vos questions effectivement dans le chat. Jabril, tu as peut-être un dernier mot de ton côté? Juste peut-être, juste un tout petit accent sur le client franco-américain qui en fait est vraiment un point important. Newen a fait preuve, je pense, d'entrepreneuriat, enfin de mentalité entrepreneuriale dans le sens d'avoir travaillé avec une entreprise qui était bon déjà en forte croissance, mais qui a effectivement explosé. Et qui donc c'était un pari intéressant, et je pense qu'on voit souvent des entreprises venir de France qui souhaitent travailler avec les très grands groupes et finalement qui parfois ne pensent même pas à essayer de travailler avec des entreprises plus petites, voire des startups. Mais en fait, l'expérience montre, mon expérience en tout cas, que ça arrive, hein, que des startups américaines arrivent à dépasser même des grands groupes, et donc c'est bien de choisir parfois des chevaux qui vont gagner plus tard, pas aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, OK. Jabril. Merci Claire, merci Anne. Passons maintenant à notre second binôme, donc Nicolas Bernard Masson, qui a donc accompagné l'entreprise de Florian Dordain, donc l'entreprise Tesseract Solutions. Nicolas, je vais te donner la parole à ce moment-là. N'hésite pas à partager ton écran pour la presse et ensuite nous passerons à Florian. Ok, parfait. Merci, merci beaucoup pour les présentations précédentes. C'était très instructif. Je vais juste vous demander si vous voyez mon écran. Très bien, merci. Ok, parfait. Donc, bonsoir à tous et bonjour pour ceux qui sont aux États-Unis. Donc, je suis Nicolas Bernard Masson. Je représente l'État de Pennsylvanie pour la France, et notre mission, c'est d'aider gratuitement les sociétés françaises à s'implanter dans l'État de Pennsylvanie aux États-Unis. Ce que je vous propose par rapport à notre binôme avec Florian, c'est que je vous brosse un petit peu l'État de Pennsylvanie, ce que vous y trouvez, ensuite comment on s'implante aux États-Unis et surtout comment on travaille avec un État américain sur de l'implantation, que ce soit de bureaux, de laboratoires ou d'usines. Je vous donnerai quelques exemples de sociétés qu'on a accompagnées. Et puis, quand je vais rentrer dans le détail de nos services, je passerai la parole à Florian pour qu'il puisse expliquer
comment ça s'est passé pour lui et qu'il vous fasse un petit retour d'expérience là-dessus. Donc sur l'État de Pennsylvanie, ce qu'il faut savoir, c'est que l'État de Pennsylvanie a un bureau international avec des représentants un petit peu partout dans le monde. C'est un des États qui a le plus gros réseau de représentants à l'étranger. Et moi, je suis là pour vous aider en français à vous implanter en Pennsylvanie. Là, vous avez la carte avec les bureaux de mes collègues. Vous avez des bureaux trade qui vont aider les sociétés de Pennsylvanie à exporter et des bureaux invest qui vont réaliser l'attractivité, c'est-à-dire ce que je fais moi, c'est-à-dire vous aider à vous implanter en Pennsylvanie. Il y a environ 5000 sociétés étrangères en Pennsylvanie et ça représente plus de 270 000 travailleurs employés par des sociétés étrangères en Pennsylvanie. Sur la Pennsylvanie, ce qu'il faut retenir, c'est que l'État de Pennsylvanie en lui-même, au niveau du PIB, c'est la 18e économie mondiale, juste cet État américain. Donc, il faut se dire que cet État de Pennsylvanie, c'est comme si vous attaquiez le marché suisse, le marché des Pays-Bas, de la Turquie ou de l'Arabie Saoudite. Donc, c'est vraiment un très, très gros marché, rien que cet État américain. Donc, ça vous laisse quand même présager la taille du marché américain. L'État de Pennsylvanie est situé au cœur du nord-est américain. On est voisin du New Jersey, de l'État de New York. Il faut savoir que depuis Philadelphie jusqu'à New York, il faut à peu près 1h30 de voiture ou de train direct. Et de Philadelphie à Washington, D.C., c'est environ 2 heures. Ce qui est intéressant dans ce slide, c'est de regarder le rond concentrique le plus éloigné, 900 km. C'est le temps que peut parcourir un camion de livraison dans une journée. C'est le temps autorisé légal. Donc, il faut savoir que dans ce rond-là, depuis la Pennsylvanie, vous atteignez 40% de la population américaine et 60% de la population canadienne. Vous pouvez partir de Pennsylvanie et vous retrouver à Québec en un jour de camion. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour les sociétés, surtout industrielles, qui bougent beaucoup de produits sur les États-Unis, qu'on accompagne. Elles choisissent souvent la Pennsylvanie parce que, du point de vue logistique, c'est très, très intéressant. Il faut savoir qu'il y a des vols directs Philadelphie-Paris et puis européens aussi. Depuis Philadelphie, vous avez également des vols vers l'Europe jusqu'à Pittsburgh. Donc, et vous pouvez dans tous les cas aussi atterrir à New York, prendre la voiture et arriver en Pennsylvanie. C'est assez pratique pour ça. Cet autre slide vous montre un petit peu où on se situe. Alors, je ne sais pas si vous verrez ma souris, mais on est dans le quart nord-est ici, juste à côté de New York. Il faut savoir qu'on est à peu près en milieu de tableau actuellement pour l'environnement des taxes, pour les taxes corporate. Ça va changer parce qu'on vient de passer une loi et on va diminuer de moitié nos taxes corporate. Donc, on va diminuer chaque année d'1% sur les 5 prochaines années, si je ne me trompe pas. Donc là, on est à peu près en milieu de tableau, ce qui est extrêmement bien pour le Nord-Est. Vous regardez les taxes corporate ou l'environnement taxes corporate, l'État de New York, c'est 48e sur 50 États. La Pennsylvanie est classée 27e. Donc, il faut savoir que ce classement, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est un classement de la Tax Foundation, donc un parti indépendant. Mais voilà, c'est pour vous donner une ordre d'idée où on se situe. Donc, on n'est pas trop mal pour le moment et ça va beaucoup s'améliorer sur les années à venir. En tout cas, sur les taxes, sur les revenus personnels, on est le 3e plus bas État au niveau de personal income tax. L'autre slide important à garder à l'idée, c'est que sur le Nord-Est, si vous fabriquez un produit ou même si vous souhaitez ouvrir une filiale aux États-Unis, on est un des États le mieux placé sur les coûts, que ce soit en salaire ou en loyer. Donc là, vous avez, pour vous donner un ordre d'idée, les niveaux de prix sur le square feet. Donc c'est pareil, ce classement il a été fait par la société JLL, donc dans l'immobilier, ça ne vient pas de notre service. Mais vous voyez ici que Philadelphie et Pittsburgh sont nettement moins chers à l'implantation que Boston, New York, Los Angeles, Miami ou San Diego. Toutefois, on est au cœur du nord-est des États-Unis, donc c'est vraiment ça l'avantage qui nous permet d'attirer beaucoup d'entreprises chez nous. Les deux grandes villes sont Philadelphie et Pittsburgh. Donc Philadelphie,
Comme je le disais avant, 1h30 de New York en voiture ou en train. On se situe surtout sur des secteurs d'activité, donc biotech, pharma, medical device et cell and gene therapy. On a aussi un petit peu de tech et de digital health. Sur Philadelphie, le gros point à retenir, c'est que 80% des sociétés pharma et biotech présentes aux États-Unis ont au moins un bureau à Philadelphie ou dans la région de Philadelphie. Alors, c'est peut-être pas leur plus grand bureau, c'est peut-être pas le siège social, mais en tout cas, 80% ont une présence dans la région de la ville de Philadelphie. L'autre grande ville dont Florian vous parlera après, c'est Pittsburgh. C'est notre deuxième plus grande ville en Pennsylvanie. Pittsburgh, c'est plutôt tech, robotique, intelligence artificielle. Ce qu'il faut retenir de Pittsburgh, c'est qu'on a l'université numéro 1 au monde en intelligence artificielle et l'université numéro 1 au monde en programme universitaire de robotique. Donc, on attire vraiment tout ce qui est robotique industrielle, robotique au sens général, beaucoup de tech. On a Google, Apple, Microsoft, Facebook qui se sont implantés, Uber. On a également beaucoup de véhicules autonomes et de sociétés qui développent des technologies pour les véhicules autonomes que vous retrouverez sur Pittsburgh, avec 55 véhicules qui sont autorisés à se déplacer en ville librement par le maire de Pittsburgh. En Pennsylvanie, c'est un État qui diplôme énormément d'étudiants dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. On fait partie des 5 meilleurs États qui diplôment le plus d'étudiants dans ces secteurs-là. Donc, au niveau de la main-d'œuvre que vous pourrez sourcer en local, on est un État très, très intéressant, à la fois sur les salaires, puisqu'on a des salaires un peu plus bas que nos voisins, et sur le nombre de talents disponibles. Sur les secteurs importants de la Pennsylvanie, il faut retenir surtout qu'on est un État très fort dans la transformation agroalimentaire et dans l'agriculture. Vous retrouvez ici certains grands noms. Dans ces grands noms, vous avez Charles et Alice qui fabriquent des compotes. Donc, aux sociétés françaises qu'on a accompagnées dans la mise en place de leur usine locale. Donc, on leur a sourcé un site pour implanter l'usine et on les a accompagnés dans le montage de l'usine en Pennsylvanie. Sur le secteur en général de la Pennsylvanie, on est un gros État manufacturier, mais très divers dans le manufacturing. Donc, vous retrouvez beaucoup de secteurs. On n'a pas un secteur qui est leader parmi le manufacturing, mais beaucoup de secteurs très divers. La fabrication métallique, le food processing, tout ce qui est fabrication de machines industrielles, la chimie, plasturgie, également fabrication d'équipements de transport et puis électronique et électronique embarquée. Autre point important, surtout en ces temps, l'énergie. On est le deuxième producteur d'énergie aux États-Unis, deuxième producteur de gaz aux États-Unis après le Texas et deuxième producteur d'énergie nucléaire. Donc l'énergie est très peu chère chez nous, l'électricité également. C'est vrai que ça nous permet d'attirer surtout du manufacturing de pointe et puis de toutes les industries qui demandent beaucoup d'énergie chez nous. Comme je le disais, plasturgie, il existe seulement 7 diplômes de plasturgie aux États-Unis, 2 d'entre eux sont en Pennsylvanie. On a également un cracker de polyéthylène à côté de Pittsburgh, donc ce qui nous permet d'avoir à la fois toute l'industrie en amont, l'industrie chimie, l'industrie plasturgie et toute la fabrication en aval. Life Science, on est dans le top 5 aux États-Unis dans tout ce qui est biotech, cell and gene therapy, life science. Vous avez ici des grands noms. J'en citerai d'autres un peu plus tard quand je vous montrerai les sociétés françaises implantées. Mais il faut savoir que GSK est présent en Pennsylvanie, Pfizer, AstraZeneca et d'autres grands noms comme Bayer. On est le 8e plus gros employeur tech aux États-Unis, donc on a beaucoup comme je le disais, de robotique, mais également de digital. Le siège social de Comcast, qui est le provider Internet aux États-Unis, grand provider Internet, est à Philadelphie. Je passe ce slide rapidement, mais c'est aussi pour vous rappeler tout ce qu'on a dans l'intelligence artificielle et la robotique. Et il faut savoir que, par exemple, Bosch a que 4 centres de recherche en intelligence artificielle dans le monde et un des 4 est à Pittsburgh.
Sur les investisseurs français en Pennsylvanie, voici quelques exemples. Alors, pour vous en citer quelques-uns, on a des très grands groupes comme Saint-Gobain, où le siège États-Unis de Saint-Gobain est à Philadelphie. Vous retrouvez Sanofi Pasteur, où on a une usine de fabrication de vaccins sur la Pennsylvanie avec plus de 3000 employés. Mais il y a aussi des ETI, des PME en Pennsylvanie. Vous retrouvez Charles et Alice, pour qui on a monté une usine. Boiron, le siège USA de Boiron est à Philadelphie également. Grophilex, toutes leurs usines sont en Pennsylvanie pour les États-Unis. Vous avez des sociétés comme Tesseract, à qui je vais passer le relais d'ici peu. Pour les Rennais, vous avez le groupe Norac. Donc, Norac, ce sont les sandwichs Dona, les crêpes Waouh. Donc, pour eux, on a implanté l'usine de fabrication aux États-Unis. Vous retrouvez aussi sur ce slide Palamatic Process qui fait de la machinerie pour le vrac. Donc, eux, ils sont aussi implantés à Philadelphie. Donc, ça, c'est aussi une entreprise de Rennes. Voilà, on a un petit peu toute taille de société. L'État de Pennsylvanie n'aide pas que les grands groupes, on aide aussi les startups et les PME à s'implanter et à avoir leur premier employé ou même leur premier VIE en Pennsylvanie chez nous. Sur les programmes d'aide, donc on a 2 programmes d'aide pour l'État de Pennsylvanie. Le programme de Joint Venture, où là, on va essayer de vous trouver un partenaire de Joint Venture en Pennsylvanie. Alors, il faut savoir que ça marche plutôt sur une annonce qu'on diffuse à travers nos réseaux. Donc, Jabril pourra témoigner, c'est peut-être pas le service qui fonctionne le mieux puisque c'est des annonces. Alors, c'est gratuit. Tous les services de l'État de Pennsylvanie sont gratuits. Alors, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Avec Jabril, on avait posé un dossier il y a peut-être 1 an et demi. Pour le moment, on n'a toujours pas de leads qui se sont présentés. Pour d'autres sociétés, il y a eu des Américains intéressés avec des implantations en joint venture. Mais il faut savoir que ce programme-là, c'est en fait, on diffuse une annonce pour vous trouver un partenaire de joint venture. Le plus gros de nos services, c'est de l'implantation. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vous aide à comprendre ce qui se passe en Pennsylvanie, à comparer la Pennsylvanie avec les autres États américains. Vous aider à comparer sur les niveaux de salaire, les niveaux de loyer et savoir un petit peu ce qui se passe en Pennsylvanie. Ensuite, on va faire des recherches de sites d'implantation. Donc là, vous nous donnez vos critères et puis on va rechercher pour vous que ce soit un bureau, un laboratoire ou une usine. Ensuite, on va organiser des visites sur place où vous allez rencontrer tout l'écosystème local, que ce soit des fournisseurs, des avocats, des comptables, des banques, des cabinets d'ingénierie, d'architecture pour l'usine. Et ensuite, on va vous parler de tout ce qui est disponible en aide financière et fiscale au niveau de l'État. Comment ça fonctionne? On définit le projet avec vous sur 3 ans en investissement capitalistique sur les 3 premières années et en nombre d'emplois créés. Ensuite, on définit ensemble les prérequis pour le site que vous recherchez. On va dresser une liste pour vous. On va chercher ces sites et ensuite, on va organiser une visite en Pennsylvanie pour rencontrer tout l'écosystème local et visiter les bureaux. Vous allez sélectionner le site d'implantation et ensuite on discutera des incentives. Ça, c'est une particularité sur le marché américain. Les incentives vont dépendre de ce que vous nous dites en investissement capitalistique et en nombre de jobs, mais ça va aussi dépendre de votre adresse finale. Donc, il faut sélectionner un site d'implantation et presque signer, je dirais, un contrat soit d'achat pour un bâtiment, soit de location pour des bureaux, avant qu'on puisse vous dire exactement combien vous allez avoir d'incentives, puisque c'est une offre qui est faite par l'État au moment de l'investissement. Voilà, pour moi. Je vais passer la parole à Florian, qui va vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour lui. Nous, on a travaillé avec Florian sur son implantation, et justement, il est passé par tout ce process-là pour implanter Tesseract aux États-Unis. Bon, très bien, merci Nicolas. Donc moi, Florian Dordain, je suis fondateur de la société Tesseract Solutions. Alors, par où commencer? Disons que nous, le contexte un petit peu autour de notre implantation aux États-Unis, alors
était surtout sur du développement, développement marché, je pense qu'un petit peu comme toutes les entreprises aujourd'hui. À la différence qu'on a une petite particularité, c'est que nous, on est une petite structure, on travaille sur un marché de niche et donc ce marché est assez petit, en France, donc on est obligé, finalement de globaliser le produit assez rapidement. L'avantage qu'on a, c'est que notre produit, c'est du produit, software, donc on a la possibilité finalement de délivrer, nos softwares, nos solutions, assez facilement au travers d'internet et donc on n'a pas forcément besoin d'usiner des choses sur place ou autre. Donc disons que cet avantage soft, c'est vraiment un bon avantage quand on veut se développer sur des marchés internationaux. On avait déjà quelqu'un avant de vraiment aller aux États-Unis et de rencontrer, des clients potentiels et des acteurs locaux. On avait déjà quelqu'un qui faisait de la prospection pour nous depuis, quelques mois. Et donc ce qui a permis finalement, dès ma première visite aux États-Unis, de pouvoir rencontrer des clients potentiels et l'écosystème, de la robotique, là-bas. Ensuite, on a été aussi, accompagnés donc par Nicolas, mais aussi par les équipes, du développement économique local, donc le développement économique de Pittsburgh, qui ont fait un travail qui est vraiment incroyable parce qu'ils nous ont permis de rencontrer, vraiment tous les acteurs qui sont support d'une activité. Alors ça peut être, les avocats, les comptables, toutes les personnes finalement, dont on a besoin pour mener une activité et je pense que sans eux, ça aurait été vraiment, impossible ou très long de faire le travail. Donc ils ont vraiment été, facilitateurs, dans dans ce projet. Et puis aussi, alors je ne sais pas si c'est, que la ville de Pittsburgh qui est comme ça, mais c'est très facile, enfin quelque chose qui m'a vraiment marqué, quand je suis allé à Pittsburgh, c'est la facilité avec laquelle on peut rencontrer les gens et discuter avec les gens, et la vitesse à laquelle on peut planifier un rendez-vous. Heu, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et puis aussi grâce à cette rencontre de l'écosystème de Pittsburgh, on a pu, assez facilement, grâce à la personne qui avait fait la prospection en amont et grâce à cet écosystème, on a pu aussi, faire quelques salons en tant que visiteur et commencer à créer un pipe de leads, potentiels. Donc, finalement, on est dans cette phase, j'ai bien aimé tout à l'heure sur le diaporama, il y avait une image d'un entonnoir et finalement aujourd'hui, nous, on est un petit peu dans cette phase, de test. On rencontre des clients potentiels et puis on voit ce qui se passe et comment le marché, répond à notre offre. Sachant que nous, encore une fois, on a la particularité d'avoir un produit software, donc c'est relativement simple, d'ouvrir des accès à quelqu'un, pour qu'il puisse tester le produit et utiliser le produit. Alors je ne sais pas, Nicolas, si, il y a d'autres choses que Alors, peut-être c'était sur si on peut partager un petit peu au niveau de l'expérience Tesseract, donc on s'est rencontrés en 2021 sur un salon. Il faut oui, savoir c'est que ça. pour s'implanter au niveau alors, il y a 2 sujets sur la démarche administrative, l'implantation en elle-même, puis ensuite les démarches administratives un peu plus, personnelles. Mmh. Mais sur l'implantation en elle-même, c'est vrai que ça a pris quelques mois parce qu'il a fallu que vous alliez 2 fois aux États-Unis.
Mais en soi, après, le reste a été relativement rapide. Non, oui, alors ça aussi, c'est quelque chose d'assez impressionnant. C'est que, alors après, je pense que des deux côtés, effectivement, la partie administrative est importante. Par contre, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est quand même relativement rapide de faire les choses. Et donc, oui, c'est vrai que c'est assez impressionnant la vitesse à laquelle les choses peuvent se faire. Ça, c'est quelque chose aussi qui m'a vraiment marqué. Et est-ce que, au niveau du développement de l'entreprise, pour le moment, le fait d'avoir cette implantation, ce bureau, cette adresse sur Pittsburgh, est-ce que ça a permis de fluidifier des contacts? Est-ce que ça a permis de créer de la confiance chez les clients, ce genre de choses? Alors nous, oui, alors il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'effectivement, ça permet, le fait d'avoir une adresse sur place, ça nous a permis de devenir membre de certains réseaux, avec des privilèges du fait de notre adresse à Pittsburgh. Donc ça, effectivement, c'est un atout. Mais au-delà de ça, on développe un produit qui programme des robots industriels et donc il y a tout un aspect normatif. Donc de toute façon, le fait d'être immatriculé sur le sol américain, c'était obligatoire pour, ne serait-ce que vendre une seule licence, c'était obligatoire pour nous. Donc effectivement, ça permet d'entrer dans des clusters, des clubs d'affaires. Donc ça effectivement, mais aussi pour nous, comme on a tout un cadre normatif autour de notre produit, c'était nécessaire d'être immatriculé. Je ne sais pas si Nicolas, toi, tu avais d'autres questions ou... D'autres questions? Eh bien, comme je le rappelle, hein, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Ça a l'air d'être très complet ce qu'on dit, donc voilà. Mais moi, je suis impressionné par la Pennsylvanie, en fait. Même moi-même américain, je n'étais pas au courant de toutes ces informations. Et puis, ça m'étonne pas, effectivement, qu'une boîte comme celle de Florian regarde la Pennsylvanie, bon, une boîte industrielle, avec la possibilité de rayonner sur une bonne partie de la population américaine et des entreprises américaines. Donc, je trouve ça très intéressant en tout cas. Peut-être si vous avez d'autres questions, donc n'hésitez pas à les poser dans le chat. En tout cas, merci beaucoup. Nicolas, et merci beaucoup Florian pour vos présentations. C'est un plaisir de pouvoir vous écouter. Et pour le coup, on va très certainement on va bouger un peu plus à l'ouest avec notre troisième binôme, donc dans le Middle West américain. Je vais donner la parole à Myriam Le Canulier de DSML Executive Search, qui a accompagné Yannick Deliby de l'entreprise Carlink. Et donc peut-être, Myriam, je pense qu'il va être difficile de faire une présentation aussi complète que celle de Nicolas sur Chicago, mais on va essayer. Parce que bon, comme je le disais tout à l'heure en intro ou avant l'intro, Chicago reste ma ville de cœur aux États-Unis en tout cas. Myriam, je te donne la parole. Merci. Alors non, je ne vais surtout pas essayer de faire une présentation de Chicago, parce que je pense que c'est vraiment pas le but. En plus, nous, on a une vocation de toute façon nationale. Hein, notre activité, on a des missions à droite, à gauche, donc on travaille avec... on a des missions qu'on conduit en Pennsylvanie comme en Californie ou à Chicago. La seule chose que je dirais peut-être en introduction pour Chicago, c'est que Chicago, et Yannick qui est avec nous pourra éventuellement l'attester, c'est que ça peut, en fait, c'est une région qui peut être intéressante et une ville en particulier qui peut être intéressante pour s'implanter pour un certain nombre d'entreprises quand il y a un enjeu de rayonnement au niveau national. C'est quand même un hub logistique et de transport. C'est une ville accessible qui permet d'accéder un peu partout aux États-Unis dans la journée, de faire l'aller-retour.
C'est une ville qui est plus abordable que certaines des villes de la côte Est qu'on peut nommer, puisque du coup, personne ne représente ni Boston ni New York. Donc, il y a tout un tas d'avantages, mais le but, à nouveau, je ne suis pas représentant pour vendre Chicago, mais c'est vrai que c'est un endroit qui peut avoir des atouts, et tout dépend en fait à chaque fois, et ça a été montré par notre premier intervenant, je pense. Tout dépend du business dans lequel l'entreprise est, du projet, des clients que vous avez aux US, et bien sûr du business plan que les uns les autres ont pour les US. Je voulais saluer aussi Aurélia qui est avec nous. Je ne sais pas si elle veut enlever sa caméra, enfin mettre sa caméra. Aurélia donc fait partie de l'équipe de DSML. Elle a travaillé à Chicago et puis maintenant elle est basée en fait en Bretagne, donc membre active du VTC. Et active pour plutôt du business development en Europe. Donc, quelques mots peut-être sur DSML, Executive Search. Donc, moi, j'ai cofondé ce cabinet il y a 15 ans maintenant. On a fêté nos 15 ans, on est très fiers. Et notre niche est toujours la même depuis le début. Nous recrutons du talent managérial aux États-Unis, donc là où nous emmènent nos clients. On a des missions vraiment partout pour des filiales européennes aux États-Unis. Une grosse partie de nos clients sont français, à peu près 60-70%, mais on travaille très régulièrement avec d'autres nationalités européennes. Et d'ailleurs, souvent les problématiques ont beaucoup en commun, que l'on travaille avec des Belges, des Anglais, des Italiens ou des Français. Une caractéristique également, c'est que nos postes sont plutôt des postes managériaux dans 3 grandes fonctions, la direction générale, la finance et les ventes au sens large, vente, business development. On fait aussi de temps à autre des postes d'experts, mais c'est quand même ces 3 fonctions qui sont les plus demandées pour nous. Et vraiment, notre savoir-faire, c'est de trouver le talent localement pour des postes en général clés où la personne a souvent d'ailleurs un reporting double, d'interagir beaucoup avec l'Europe, mais aussi de reporter éventuellement à quelqu'un aux US. Notre équipe, son ADN est très européen exclusivement. Par contre, notre exécution est vraiment américaine. Alors, la raison pour laquelle je ne veux pas être la seule à parler, j'avais proposé à Yannick de Libye, qui va se présenter dans une minute, de faire partie de ce panel aujourd'hui. C'est que pour moi, Yannick de Libye, avec l'expérience de Carlink, c'est un bon exemple de plein de choses qu'il faut faire. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur en tant que conseiller du commerce extérieur. Je fais souvent des présentations où je parle à des entreprises qui ont des projets d'implantation aux États-Unis. Et je pense que, en tout cas, sous nous, l'angle du recrutement et de beaucoup d'entreprises avec lesquelles on a travaillé, on est pas mal exposé à qu'est-ce qui fait qu'un projet est plus ou moins réussi dans son implantation aux États-Unis. C'est vrai que dans le projet de Carlink, il y a quelques éléments qui me paraissent un peu clés, notamment dans l'aspect ressources humaines, que j'utilise toujours pour donner un petit peu des bonnes pratiques. Le premier, c'est, je pense qu'un développement US réussi implique souvent, à un moment ou à un autre, je ne dis pas forcément dès le début, mais quand même souvent très rapidement, de mixer du talent local et du talent qui vient de France. Alors, on a vu l'exemple du VIE, ça c'est une option. Dans le cas de Yannick, à nouveau, ça va être discuté. C'est un des dirigeants qui vient s'installer aux États-Unis tout en recrutant du talent local. Et ça, c'est vraiment un des premiers conseils que je donne souvent et qui permet de booster le développement d'une entreprise aux États-Unis. Budgéter correctement son développement US est essentiel. C'est un pays grand, comme on vient de le voir, avec les cartes. Donc un pays qui représente un certain coût quand on veut s'y développer. Ça a été le cas avec Carlink, budgéter correctement, rémunérer correctement la réussite commerciale. Le recrutement des commerciaux aux États-Unis pour l'entreprise européenne, c'est tout un sujet. Et l'erreur commise par certaines d'entre elles, c'est de trop vouloir comparer et d'avoir finalement une grille de lecture très française. Le fonctionnement des commerciaux, les profils des commerciaux, la rémunération des commerciaux, c'est tout un sujet aux États-Unis et c'est un élément important du succès. Et puis, peut-être le dernier point, et après je vais laisser la parole à Yannick, c'est de s'adapter, d'adapter en fait
souvent, ça peut être le produit ou le service, il va être nécessaire de l'adapter au marché américain, à la clientèle américaine. Mais au-delà de ça, bien souvent, il faut aussi adapter son go-to-market et sa stratégie de commercialisation. Et ça, c'est pas toujours évident au départ. Quand les entreprises arrivent, elles sont persuadées, comme elles ont un bon produit ou un bon service qui marche très bien éventuellement ailleurs, dans d'autres pays européens, elles ne réalisent pas nécessairement à quel point il va falloir faire des adaptations sur le marché américain. Donc voilà, je vais peut-être passer la parole à Yannick qui va se présenter et parler un petit peu de l'arrivée de Kerlink, et après, bien sûr, on peut rééchanger ensemble. Oui, merci Myriam, bonsoir. Donc Yannick Deliby, je suis le cofondateur de Kerlink. Alors vous connaissez peut-être, en fait, Kerlink est une PME bretonne, on va dire rennaise, ou au moins la première couronne de Rennes. Donc société créée en 2004 avec mon associé William Gouesbé. Donc elle est toujours basée à Torigny-Fouillard, le siège est toujours basé à Torigny-Fouillard. Donc on développe des solutions d'infrastructure réseau pour l'IoT, donc l'Internet des objets, avec notamment des applications cibles de type télérelève de compteurs, eau, gaz, élec, de type agriculture intelligente ou encore smart building, donc la gestion de l'efficacité énergétique des bâtiments. C'est assez d'actualité en ce moment. Voilà, donc en fait, créé en 2004 sur des technos assez innovantes, assez nouvelles, qui n'existaient pas aux US ou pas telles quelles en 2016. Donc je suis parti, j'ai quitté la région rennaise en 2017 pour aller créer la filiale américaine. Alors vraiment from scratch, hein, on n'y connaissait rien. Enfin, en tout cas, je ne connaissais pas grand-chose. Je parlais à peine anglais. Enfin, si on reprend l'historique. Par contre, j'ai débarqué donc à Chicago, alors pour des raisons personnelles, à Chicago pour monter plutôt une entité commerciale. Donc essayer de trouver les éléments pour en faire un succès. J'ai profité énormément de l'aide des réseaux locaux, donc à savoir la Chambre de commerce, la FACC à Chicago et les CCE. D'ailleurs, tellement content que je suis devenu CCE depuis. Donc je suis aussi avec Myriam au board des CCE de Chicago. Et en fait, la première action qui m'a été conseillée, alors dans notre réseau, on va dire chambre et CCE, on a trouvé toute l'aide qu'il fallait pour constituer l'entreprise, créer les premiers contrats commerciaux, l'hébergement, enfin toute la partie administrative et legal. On trouve les éléments dans nos réseaux pour pouvoir le faire. Par contre, le premier conseil qui m'a été donné, c'était effectivement de recruter des talents donc, sur place, et notamment mon VP Sales, c'est-à-dire la personne qui allait gérer la partie commerciale. Alors moi, je suis technicien d'origine, enfin, je suis ingénieur, donc je fais de la technique. Je ne sais pas faire de sales, en tout cas, c'est ce que me disent, mais c'est ce que me disent mes collaborateurs. Je donne et je ne sais pas vendre. Donc, j'avais besoin de quelqu'un qui savait vendre. Alors, quand on nous dit que le business aux US ne se fait pas du tout de la même façon qu'en Europe, alors oui, mais c'est assez générique comme type d'information. Donc, je voudrais juste vous donner quelques exemples ou quelques points pour expliquer pourquoi le business ne se fait pas de la même façon. En gros, quand on a une démarche commerciale de prospection, on a droit à un pitch avec un prospect et on a droit à une seule tentative en fait. Donc on ne peut pas s'y reprendre à deux fois. Si on rate le pitch, on a raté l'introduction auprès de ce prospect. Les réseaux de prospection passent beaucoup par des réseaux. Donc aux US, on a énormément de communautés, alors au sens positif du terme, en fait, hein, des gens qui se connaissent, qui travaillent entre eux, qui se font passer des contacts. Donc le réseautage est très, très important. Donc quand on débarque de France, on n'a absolument pas de réseau, on va dire, professionnel aux US. Donc j'avais besoin de ça. On a aussi des éléments alors, humains, dans le relationnel humain. On commence régulièrement, assez souvent, des réunions commerciales par des sujets d'actualité. Alors, il y a des sujets d'actualité qui fâchent, qu'il ne faut pas aborder aux US, notamment tout ce qui est politique. Mais par contre, on a plein de sujets sur le sport,
sur les vacances. Enfin, il y a des sujets comme ça culturels qu'il faut aborder. Donc, on a besoin de ce vernis culturel aux US quand on fait de la démarche commerciale. On a les aspects contractuels. Effectivement, c'est assez compliqué aussi de gérer ou de maîtriser tous les tenants et les aboutissants des contrats commerciaux qu'on peut avoir avec des sociétés américaines. Et puis surtout, dans la négociation, on a l'aspect relations humaines. On sait très bien qu'un oui aux US ne veut pas obligatoirement dire un oui sur le papier. Hein. Donc, il faut être capable de détecter ces mots, ces messages subliminaux lors des relations commerciales. Et donc, en gros, je ne pouvais pas faire ça tout seul, en fait. Je ne savais pas. Donc, j'ai fait appel à Myriam pour m'aider à recruter un sales. Donc, la contrainte, c'était effectivement quelqu'un qui était dans notre domaine, qui avait donc un réseau déjà établi. Mais j'avais une contrainte forte, alors qu'on a défini avec Myriam, hein, mais la contrainte, une des contraintes fortes était quelqu'un qui était capable ou qui avait un aspect francophile, alors ou au moins une orientation européenne pour pouvoir travailler avec des équipes en Europe. Donc on avait mis ce critère, en fait, quelqu'un qui avait quand même un profil assez international pour pouvoir discuter et travailler avec des équipes européennes. Voilà. Alors ça fait maintenant 5 ans, c'est plutôt réussi pour le moment. Alors, même si l'après-Covid est assez compliqué d'un point de vue business, on va dire que pour le moment, on est plutôt sur des rails. Et le sales, mon VP Sales, est toujours chez nous. Merci Yannick. J'adore ces expériences d'un torréfolien à Chicago. Parce que oui, les habitants de Torigny-Fouillard sont des torréfoliens. Je sais, moi-même, je suis en direct de Torigny-Fouillard en ce moment. donc très très intéressant. Je voudrais juste rebondir sur cet aspect effectivement de réseau, de small talk. Tu me dis, Yannick, que tu viens d'intégrer le réseau des CCE, alors j'en suis ravi. Ça pourrait peut-être faire partie d'un atelier un jour en 2023, pourquoi pas, avec les CCE de Chicago. Mais le côté small talk, le côté réseau, peut-être que Florian, si Florian est toujours ici et Anne et Claire peuvent peut-être en témoigner. Puis bon, Jabril, n'hésite pas à prendre la parole également sur ce côté réseau. Vous qui êtes aux États-Unis ou qui faites des affaires aux États-Unis, peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus. C'est vrai que moi, de mon côté, au WTCRN Bretagne, gérante un réseau, effectivement, et pour moi, le réseau, j'en parle toute la journée. Et c'est très difficile de défendre ce que c'est qu'un réseau, c'est pas palpable. C'est pas forcément quelque chose qui peut être chiffré, mais peut-être que vous avez des choses à dire sur cet aspect réseautage, sur cet aspect de faire des affaires différemment par rapport à la France. Je vois que le micro de Jabril est allumé. Peut-être que tu as quelque chose à dire direct. Et puis n'hésitez pas à rebondir après sur ce que peut dire Jabril. Oui, enfin, juste un commentaire, effectivement, c'est important. Moi, j'avais tellement intégré ça que j'ai peut-être été un peu extrême. Et donc, il y a réseau et réseau. Ma tendance a peut-être été, mea culpa, initialement, à faire plus du réseau francophone, ou on va dire franco-américain. Et peut-être aussi parce que spontanément, aussi bien les Français que les Américains ont envie d'aider. Et donc, ils me présentaient constamment à des gens en disant, bah, tiens, je connais un Français, il faudrait que vous vous rencontriez. Voilà. Y compris des gens qu'on n'aurait jamais eu quoi que ce soit à faire en commun. Donc, c'est vrai que c'est très important d'avoir un réseau ciblé. Et plus on s'intègre dans l'écosystème américain du secteur cible, en fait, plus on a de chances effectivement de s'acculturer et de faciliter le business. Juste le petit, c'est pas un bémol, c'est juste un commentaire pour ceux, et je pense que c'est pas du tout le cas de Yannick, hein, qui probablement mentionnait bien la référence au réseau dans le secteur cible naturellement, mais pour ceux qui auraient eu peut-être la tendance à faire la même chose que moi au début,
c'est-à-dire voilà, réseau un peu tous azimuts. C'est sympathique à titre purement personnel, mais il faut faire attention. Hein, ça prend beaucoup de temps. Et en fait, on a la chance, c'est vrai que les Américains sont très réseautage, la communauté franco-américaine aussi, et donc on pourrait passer toutes les soirées en fait quasiment dans des panels, des cocktails, des réceptions, etc. Et c'était mon cas. Voilà, je me suis bien amusé, mais à un moment donné, j'ai appris la leçon. Un petit commentaire. Peut-être Florian ou Anne, vous souhaitez. Alors Anne, c'est bien Anne, oui, qui vient d'arriver aux États-Unis. Peut-être que Oui. Anne, vous avez rejoint des réseaux sur New York. C'est vrai que mon arrivée, elle est encore un peu récente, donc j'en suis surtout au stade de voilà, la mise en place de nouvelles méthodes de travail. Et donc, pour le moment, c'est vrai que j'ai pas forcément intégré beaucoup de réseaux, excepté donc il y a un réseau de VIE qui est assez intéressant hein, sur New York, qui permet aussi de se partager en tout cas des petits conseils sur comment bien s'installer, et puis aussi d'avoir des contacts dans certaines entreprises du même secteur. Je pense notamment à une personne qui est en VIE dans une grosse boîte française de cosmétiques et qui m'a partagé les différents réseaux auxquels participe son entreprise. Donc, des clubs, entre autres, de cosmétiques, donc qui peuvent être intéressants pour moi, peut-être à l'avenir d'intégrer. Merci Anne. Peut-être Florian, tu as peut-être des choses à dire sur cet aspect ou autre hein, pour le coup. Oui. Non, je dirais que le réseau, effectivement, c'est quelque chose qui permet de faciliter. Nous, par exemple, on est déjà membre de plusieurs réseaux à Pittsburgh. Et c'est vrai que ça nous permet d'avoir accès à des événements, mais aussi à des clubs d'affaires. Donc, c'est vraiment intéressant, oui, et important, je pense, aux États-Unis. D'accord. Et aussi, bon, ce que Yannick mentionnait sur le côté small talk, bon, c'est vrai qu'il y a des sujets on le sait qu'il faut éviter lorsqu'on parle business. Bon, moi-même ayant vécu aux États-Unis et puis ayant travaillé aux États-Unis, ce que je peux dire effectivement, c'est qu'il faut toujours trouver ce que je vois avec les Américains, un sujet en commun, un sujet sur lequel on peut être d'accord, et ce qui peut mener effectivement la discussion commerciale. Euh, Peut-être, Excusez-moi, oui, je peux juste Anne? poser une Oui, question rapidement. oui, allez-y. Donc, la FACC est revenue assez régulièrement dans les discours de chacun. Mais pour voilà, revenir un peu sur ce que disait Jabril, est-ce que du coup, c'est essentiellement des entreprises françaises avec qui on va réseauter via la FACC ou ça permet aussi de prendre contact avec des entreprises américaines? Oui, ça permet de prendre contact avec des Français qui sont dans des entreprises américaines. Il faut juste effectivement savoir choisir à l'intérieur du réseau. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le cas ailleurs, mais à la FACC New York, il y a des sortes de comités par centre d'intérêt. Donc, pour ceux qui sont intéressés, comme toi, par exemple, dans la cosmétique, tu vas pouvoir retrouver des membres qui sont dans ce secteur-là. Et c'est la même chose pour la technologie et d'autres secteurs. J'imagine que c'est la... Alors peut-être que les FACC dans d'autres régions qui sont peut-être plus sectoriellement spécialisées aussi, vont avoir un plus grand réseau. Je ne sais pas si c'est le cas à Chicago ou en Pennsylvanie, dans les secteurs cibles. Moi, mon expérience, je suis membre des 3 chambres de Boston, New York et Chicago. C'est assez similaire, même si les tailles sont évidemment très différentes. Mais il y a toujours un tissu d'entreprises françaises, bien sûr, mais aussi d'entreprises américaines. Et en fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est ce que dit Jabril, c'est aussi parce que
on peut rencontrer des gens qui, eux, vont connaître d'autres gens. Donc, ce n'est pas forcément le premier niveau des gens qu'on côtoie, mais ça peut être le réseau de ces gens-là, en fait. Et notamment, si on prend un exemple de Français qui travaillent dans des entreprises américaines ou de Français qui travaillent dans des entreprises françaises plus grosses, mais qui, de par leur écosystème, connaissent d'autres gens, c'est comme ça qu'on débusque petit à petit des gens qui peuvent être intéressants. Et pour compléter sur Philadelphie, donc il y a aussi une FACC à Philadelphie. Alors, elle est sûrement moins grande que les autres. Sur leur site internet, il y a la liste des membres, au cas où, Anne. Mais voilà, elle est plus petite. Alors, l'avantage quand c'est plus petit, c'est que c'est plus facile de faire tout de suite des relations et de rentrer en contact, même avec les très grandes entreprises. Ça nous est arrivé que Saint-Gobain ou Air Liquide ou même Arkema sponsorent des events et soient souvent présents sur des events à Philadelphie. Après, moi, je ne suis pas basé à Philadelphie, donc je ne peux pas dire le nombre d'événements ou les comités, mais je ne crois pas qu'il y en ait forcément. Par contre, je sais que la liste est disponible en ligne, au cas où. Merci Nicolas. Peut-être des questions? Des questions. Alors, pour info, FACC, Franco-American Chamber of Commerce, pour le coup, c'est vrai qu'on a utilisé l'acronyme, qui d'ailleurs est indirectement partenaire du WTC Rennes Bretagne, nous étant nous-mêmes logés dans les locaux de la CCI Les Vilaines, et CCI France Internationale fait partie de nos partenaires. Peut-être d'autres questions. Oui, Jabril? J'en ai une pour les autres intervenants au sujet peut-être d'un format de développement dont on n'a pas parlé, les fusions-acquisitions. Un de nos membres Globaliance, on est 2 membres exclusifs, en fait, co-exclusifs aux États-Unis et qui est basé à Chicago. Romain, qui lui est spécialiste des fusions-acquisitions. Donc je me demandais si c'est quelque chose auquel vous avez pensé, alors c'est peut-être aussi confidentiel, hein, mais dans vos développements respectifs, et à quel moment dans la feuille de route c'est quelque chose qui peut être envisagé ou pas. Peut-être une question pour nos CEO, Florian et Yannick. Ouais, donc moi je peux répondre assez simplement. Aujourd'hui, il y a pas du tout de plan pour ça en fait. Et puis de toute façon, s'il y en avait, je pourrais pas vous le dire parce qu'on est coté à la Bourse de Paris. Donc je pense que. Mais en tout cas, il y en a pas. Pour nous, si, ça a été, c'est même un souhait et un plan d'action. Voilà. D'accord. Très bien, merci Et Florian. c'est vrai, je rajouterais, nous, on le voit, on a une bonne partie de nos clients qui se développent en fait aux États-Unis par acquisition. C'est souvent d'ailleurs un mix. Et ce n'est pas forcément la taille qui dicte ça. Ça peut être plus le marché. Il y a plein de facteurs, mais ce n'est pas parce qu'une entreprise est petite qu'elle ne peut pas faire une acquisition. Mais il peut y avoir un certain nombre de motivations, en effet, à se développer. Donc, c'est bien de l'avoir rappelé aussi. Et il existe d'ailleurs un fonds, je ne sais pas si les gens qui sont dans ce panel le savent, mais BPI a maintenant un fonds spécial pour accompagner les entreprises plutôt PME, ETI françaises qui souhaitent faire des acquisitions aux États-Unis mais ne pas diluer leur capital en France. On a 2 clients qui sont dans ce cas de figure. C'est des cas intéressants où en fait BPI a apporté une somme non négligeable qui a permis une acquisition aux États-Unis sans entrer au capital de la maison mère, ce qui est parfois un des freins pour certaines de ces opérations quand les entreprises sont PME ou ETI appartenant à une famille ou à un individu. Effectivement, Myriam, tu m'as coupé dans mon élan. BPI France faisait partie d'un autre sujet que j'allais amener sur la table. Est-ce que Yannick, Florian, Anne, alors j'imagine Jabril, tu as dû côtoyer BPI régulièrement, mais est-ce que de votre côté, Yannick, Florian, Anne, Claire, vous avez bénéficié de fonds BPI France ou de subventions? Désolée, je vais devoir vous laisser parce que
Le portail voiture ferme à 20h chez Newen. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci en tout cas beaucoup C'était un plaisir, et Claire, bonne en tout cas. soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, Claire. Alors, si je peux répondre pour Carlink, oui, on est accompagné par BPI depuis le début, en fait, depuis la création de Carlink, tout au long de notre développement. Donc, effectivement, on a des relations assez poussées avec BPI, oui, bien sûr. D'accord. Nous, de notre côté, c'est pareil, on a bénéficié d'une assurance export. Ok, très bien. Après Peut-être- aussi, si je peux ajouter, Nicolas, il y a d'autres aides à aller chercher aux États-Unis également. Par exemple, auprès des États, nous, on a des programmes. Alors, la différence, c'est qu'au niveau des États-Unis, les tailles de programmes avant de donner des aides sont pas radicalement différentes, mais on va dire que voilà, on attend d'avoir beaucoup plus de jobs que sur des petits projets. Mais on a des aides, que ce soit en prêt, en crédit d'impôt. On a aussi du cash, donc de l'incentive direct. C'est parfois lié à des programmes de formation que vous pouvez mettre en place en entreprise où vous avez quelques centaines de dollars par personne qui participe à la formation. Vous pouvez avoir des prêts sur de l'achat de machines ou de modification de bâtiments. Et puis du cash en incentive au nombre d'emplois créés. Donc voilà, il y a aussi des programmes aux États-Unis en support de ce que BPI France peut faire également. C'est très intéressant, merci Nicolas. Eh bien, 19h58, donc heure torréfolienne, pour le coup. 59 maintenant, je vous avais dit jusqu'à 9h, jusqu'à 20h, excusez-moi. Donc, je vous remercie en tout cas de vos interventions. J'espère que non seulement nous avons pu en apprendre, que chacun a pu découvrir effectivement les entreprises et les activités de nos intervenants, et peut-être qu'entre intervenants également et entre entreprises, vous pourrez réseauter effectivement et trouver des points communs et peut-être même des solutions pour votre développement. Donc, je remercie alors Jabril, Claire et Anne, premier binôme, notre second binôme Nicolas et Florian, et troisième binôme Myriam et Yannick pour leurs interventions. Nos prochains rendez-vous dans les journées club, c'est demain matin, heure rennaise. Pour le coup, je serai à mon bureau avec le Moyen-Orient, et nous aurons le plaisir d'avoir Jean-Pierre Lavry qui est un homologue de Jabril, donc sur le Moyen-Orient, qui nous fera une très belle présentation avec des témoignages d'entreprise. Nous aurons le Québec-Canada demain soir, donc en hybride, présentiel et à distance, où nous aurons des interventions de Yann, j'ai oublié le nom d'Adexia, du groupe Adexia, et puis aussi l'ambassade du Canada et la délégation générale du Québec, avec d'autres interventions et témoignages d'entreprise. Et enfin, jeudi après-midi, nous aurons un focus sur les îles anglo-normandes et le UK, et nous recevrons une délégation de ministres de Jersey. Jersey qui est une île donc au large de Saint-Malo, qui cherche à travailler davantage avec notre territoire. En tout cas, je vous remercie énormément pour vos interventions, et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Merci Nicolas. Merci. Merci à vous tous. Merci, Au revoir. merci à tous. Merci. Au revoir à tous.